Au sud des États-Unis, en bordure du golfe du Mexique, la Louisiane s'étend sur un territoire dont la superficie représente un peu moins du quart de la France. La présence du Mississippi, le plus long fleuve du pays, a profondément marqué la physionomie de cet État. En effet, le large estuaire déroule un tapis de terre plane, souvent gorgé d'eau, incapable de contenir les débordements d'un cours d'eau capricieux. Le 10e du territoire baigne d'ailleurs dans les eaux du Mississippi, dont le cours a varié plusieurs fois au long de son histoire. Avec ses affluents, le fleuve recueille la moitié des eaux s'écoulant à la surface des États-Unis. Comme il ne rencontre aucun obstacle, il s'étale sans retenue et noie des milliers de kilomètres carrés. Le sud de la Louisiane est ainsi devenu un véritable réservoir de vie sauvage où viennent hiverner de nombreuses espèces d'oiseaux au terme de leur longue migration. Les mouvements de population ont traversé la Louisiane depuis sa découverte par les Espagnols au milieu du XVIe siècle. Devenue française, la Louisiane accueille les Cajuns, chassés du Canada anglais, et les Créoles, originaires des Antilles. La culture du coton dès le XVIIIe siècle justifie le recours à l'esclavage pour les grands propriétaires blancs qui organisent leur entreprise autour d'immenses plantations. La discrimination raciale appartient désormais au passé, mais la population reflète encore cette mosaïque ethnique, culturelle et religieuse où l'Europe a laissé des empreintes durables. Au milieu des références au vieux monde, les composantes africaines du Sud profond s'expriment notamment à travers le culte vaudou, ses prêtresses et le mélange détonnant de foi chrétienne et de sorcellerie. La France a donné des repères historiques à la Louisiane, et même un nom, en l'honneur du Bourbon Louis XIV. Elle lui a aussi donné un certain sens de l'élégance, une sorte de noblesse naturelle, qui flotte encore sur certains Champs-Élysées, malgré les vicissitudes de l'histoire. L'Amérique a plongé ses racines et ses fondations sur cette terre, à la croisée de nombreux mouvements de population. Résultat, une synthèse originale qui vibre au rythme du jazz. Les traditions des uns et des autres survivent sans créer la cacophonie. Elles s'enrichissent même mutuellement dans un sens de la fête quasi culturel. Les productions agricoles assurent à la Louisiane presque un tiers de ses ressources en dépit d'un sol imbibé d'eau, tantôt inondé, tantôt dégagé. L'instabilité des terres et les caprices du régime des eaux ont imposé au génie civil de réelles prouesses. Ainsi, une bonne part du réseau autoroutier, surtout dans le sud, repose sur pilotis. L'industrie fournit la part la plus importante des richesses de l'État, et spécialement l'industrie pétrolière. Le sous-sol contient en effet le 10e des réserves américaines en pétrole. Autant d'atouts qui charpentent l'avenir de la Louisiane. La Nouvelle-Orléans ressemble, au premier abord, à n'importe quelle grande ville américaine, avec ses voies rapides et son superdôme, un stade gigantesque. La cité fut jusqu'au milieu du XXe siècle l'agglomération principale de tout le sud des États-Unis. L'histoire de la ville n'est pourtant pas banale, car elle commence par une illusion. En effet, les Français qui arrivent ici au début du XVIIIe siècle sont persuadés que cette terre contient d'énormes richesses. Ils déchanteront vite, mais laisseront plusieurs édifices comme la cathédrale dédiée à Saint-Louis, alias Louis IX, roi de France. Cette cathédrale, la plus vieille des États-Unis, entretient la vitalité de la religion catholique dans l'ancienne colonie européenne. L'influence française se retrouve également dans les bâtiments civils comme les immeubles Pontalba,
inspiré au XIXe siècle par ceux qui bordaient les jardins du Palais Royal, à Paris. Les Espagnols revinrent en Louisiane à la fin du XVIIIe siècle et restèrent à la Nouvelle-Orléans pendant 40 ans. Après leur départ, le territoire fut vendu par Napoléon aux Américains qui doublaient ainsi leur territoire. La Louisiane couvrait alors en effet une étendue grande comme 4 fois la France. Une affaire en or. Le Vieux Carré mérite d'être visité sans hâte. Ce quartier a été fondé par les Français, mais rares sont les bâtiments originels qui ont survécu aux incendies du XVIIIe siècle. Les Espagnols ont imposé la brique soutenue par des piliers métalliques pour offrir une meilleure résistance au feu. Les nombreux balcons portent l'empreinte caractéristique de l'architecture espagnole. Ils rappellent l'habitude latine de vivre à l'extérieur et leurs motifs méditerranéens moulés dans la fonte d'acier s'inspirent des dentelles andalouses. Les noms de rues du quartier français et le nom même de la Nouvelle-Orléans évoquent la France et le duc d'Orléans, frère de Louis XIV. Jeanne d'Arc libéra Orléans du joug anglais. Elle est aujourd'hui auréolée d'une gloire toute particulière à 7000 km de la terre qu'elle défendit. Le marché français est installé sur un site où les Indiens venaient déjà troquer leur peau. Le marché a été couvert par les Espagnols pour protéger le commerce des produits alimentaires frais dont la cuisine louisianaise fait grand usage. La gastronomie de la Louisiane est très réputée, surtout pour la diversité de ses influences. Les meilleurs chefs des États-Unis sont, paraît-il, originaires de cet État. Les cours de cuisine font recette, même si le recours systématique aux matières grasses et les quantités servies peuvent rendre hésitants les plus gros appétits. La cuisine du sud de la Louisiane, qu'elle soit cajun ou créole, est un style de cuisine complètement différent de tout ce que vous pouvez trouver aux États-Unis. Au fond, c'est avant tout une cuisine qui vous donne envie de sourire, qui vous donne envie de desserrer votre ceinture. Vous avez envie de manger, tout simplement. Je dirais que tout le monde en Louisiane aime faire la cuisine et que tout le monde en Louisiane aime manger. Et je pense que cela tient probablement à notre héritage français. Nous ne mangeons pas pour vivre, nous vivons pour manger. En Louisiane, la cuisine est aussi un spectacle captivant. Et pour vanter la qualité de ses produits, le chef n'hésite pas à avaler une demi-livre de beurre. La cuisine light n'est pas louisianaise. N'essayez pas ça chez vous. Je suis louisianais. Alors voyez-vous, je m'en fiche. Les Cajuns pour l'ail et les Créoles pour les épices, les Français et les Espagnols, mais aussi les Américains, ont ouvert ici les palais aux sensations les plus intenses. Dans le monde entier, on connaît l'apport de la Louisiane à la musique. Le blues fait écho à la plainte lancinante des esclaves employés dans les plantations, alors que le rythme plus léger du zydeco invite à danser, comme le jazz. Les courants musicaux nés ici doivent leur inspiration essentielle aux Américains d'origine africaine, qui constituent aujourd'hui le tiers de la population louisianaise. Quelques Noirs ont réussi à gravir l'échelle sociale en Louisiane. Ils n'ont pourtant pas toujours été considérés comme des citoyens américains à part entière.
beaucoup d'entre eux, hélas, ne réunissent pas encore les conditions idéales à leur intégration en raison d'une démographie galopante et d'une scolarité irrégulière. Avec un peu de patience, de discipline et de pédagogie, les talents ne demandent qu'à s'exprimer dans tous les registres. Les clivages sociaux disparaissent alors, emportés par le mouvement et le rythme. Les applaudissements ne tiennent pas compte de la couleur, car c'est avant tout le cœur qui s'exprime. Et le hip-hop n'est jamais aussi spectaculaire que sur un damier, noir et blanc. C'est un enfant noir de la Nouvelle-Orléans, Louis Armstrong, qui le premier donnera au jazz un retentissement mondial. La multiplication des cuivres et la part laissée à l'improvisation firent d'emblée le succès du jazz New Orleans. Le parc Armstrong s'anime d'une ferveur sans pareille lors du Jazz Fest, le festival musical organisé au printemps. 2 semaines durant, la ville attire du beau monde pour un événement qui s'est depuis longtemps ouvert aux musiques les plus éclectiques. Les grands noms se produisent ici, avec le jazz comme fil conducteur. À l'ouest du Vieux Carré, l'ancien quartier des entrepôts est devenu aujourd'hui le district des arts. Le monde des affaires s'installa ici, à proximité du port, après la cession de la Louisiane aux États-Unis au tout début du XIXe siècle. Le quartier a été remarquablement réhabilité à partir des années 1980, dans un harmonieux mélange architectural voué au musée, aux galeries d'art et à la création contemporaine. Comme ailleurs en Amérique, les nouveaux arrivants prospérèrent rapidement. Au milieu du XIXe siècle, la Nouvelle-Orléans se targuait d'être la 3e ville des États-Unis. Enrichis par le commerce, les nouveaux habitants importèrent les modèles de l'architecture anglo-saxonne, qui elle-même relayait parfois fidèlement l'Antiquité grecque. En multipliant les ouvertures, les terrasses et les balcons, les gens venus du nord s'efforcèrent d'adapter leur demeure aux extrêmes du climat subtropical. Le Garden District devint ainsi un havre de fraîcheur et de bien-être. Now, 52 minutes of the best mix of the 70s, 80s and today on WMXC, New Orleans. Le long du Mississippi, les docks ont été rasés pour faciliter les communications. Inauguré en 1926, le tramway suit le tracé d'une ancienne digue, le Riverfront. La vie engendrée par les eaux du fleuve y est présentée dans le magnifique Aquarium des Amériques, un conservatoire saisissant de la faune marine présente autour du continent américain. La collection de requins compte parmi les plus spectaculaires au monde pour la taille des spécimens réunis et leur incroyable variété. Quand on connaît l'infinie diversité géographique des Amériques, on mesure la performance de cet établissement
qui réussit à créer une quasi-intimité entre le spectateur et les centaines d'espèces présentées. Parmi celles-ci, quelques spécimens exceptionnels et quelques autres, plus familiers, qui tentent de justifier leur présence. Quand le soleil s'éteint, la Nouvelle-Orléans se pare de couleurs électriques pour la nuit. Dans le quartier français, les rues historiques grouillent d'une vie trépidante, rythmée par le tempo du Zydeco. Ici, le Bourbon ne renvoie plus à l'histoire de France, mais au paradis tropical. Quantité ou qualité, à vous de choisir. Le désir de prendre l'air et de s'extérioriser se partage joyeusement. Mais la musique finit toujours par couvrir les mots. En direction du nord, la Nouvelle-Orléans s'est étendue pour accompagner le déplacement de la population loin du centre-ville. Très rapidement, l'agglomération a gagné les rives du lac Pontchartrain, qui constitue, avec le Mississippi, un repère important pour mesurer la croissance de la ville. Le lac est traversé par l'un des plus longs ponts du monde, tendu sur près de 40 km. Le lac Pontchartrain porte le nom d'un ministre de Louis XIV. À cause de l'omniprésence de l'eau dans tout le sud de l'État, les échanges routiers sont limités. C'est sans doute un des rares endroits au monde où la construction d'un tunnel est impossible, car le sous-sol n'existe pas. En effet, les sources souterraines affleurent et transforment le terrain en véritable éponge. À l'ouest de la Nouvelle-Orléans s'étend le pays cajun, ou Acadiana, une contraction des noms Acadie, l'ancienne province canadienne, et Louisiana. Les descendants des immigrés canadiens entretiennent un véritable conservatoire de la langue française en plein territoire anglophone. Beaucoup de gens parlent le français. Il n'est donc pas surprenant que la capitale du pays cajun s'appelle Lafayette. On connaît le rôle décisif joué par le marquis de Lafayette dans l'histoire américaine. Il incita la France à soutenir les États-Unis contre l'Angleterre dans la guerre d'indépendance qui allait déboucher sur la constitution du nouvel État. Depuis lors, et malgré des arguments de poids, le gigantisme américain n'a pas encore effacé le passé, ni supplanté le charme de l'architecture traditionnelle. Au contraire, les peintures murales s'attachent à faire revivre le passé, même s'il n'est pas si lointain, et à le faire descendre dans la rue.
Un émouvant hommage en trompe-l'œil est ainsi rendu aux événements d'une histoire bien courte. L'absence d'archives anciennes impose ici la transmission par la peinture, la parole et la musique. On a beaucoup de festivals, beaucoup de la musique française, l'accordéon française. Si vous êtes ici tous les matins à 5h30 jusqu'à 6h30, on KLFY à Lafayette, la musique française, la musique cajun. En raison des jeunes mères qui attendaient que leurs enfants soient endormis avant d'aller danser, les bals cajuns ont été joliment surnommés « Fais dodo ». Quand ils sont arrivés en Louisiane, au terme de ce que l'histoire a appelé le Grand Dérangement, les Acadiens ont reproduit leur mode de vie centré autour de l'Église. Ils descendaient de colons français et appartenaient en effet à la religion catholique. Ils importèrent aussi, hélas, certaines maladies qui décimèrent les populations autochtones. Comme leur mode de transport ou leurs outils de travail, les Acadiens perpétuèrent leur technique avec d'autant plus de succès qu'ils avaient l'expérience des milieux marécageux et de l'habitat sur pilotis. En une génération, ils reconstituèrent une communauté homogène, soudée par ses coutumes, fière de sa langue et de son savoir-faire. Ça ici, c'est ça qu'on appelle une carotte. C'est du tabac à chiquer. Et la moyen, vous préparez ça, vous prenez les feuilles de tabac et vous l'enveloppez. Après que vous avez ça à peu près gros comme ça, mais vous le fondez en 3 ou 4 places. Et là, vous mettez du miel dedans la fontage. Et puis là, vous levez le coin de la maison et là, vous mettez la carotte et puis vous échappez le poids de la maison sur la carotte. Comme ça pressez votre miel dedans la carotte pour que ça soit votre tabac chiqué doux. La répartition des pièces ne devait rien au hasard. La chambre de parents, c'est quand vous rentrez dans la maison. Ça, c'était seulement la chambre à papa et maman. La raison pour l'arrangement, que vous avez 3 ou 4 filles, il fallait que tout ça couche dans la chambre d'en arrière. La raison pour l'arrangement était, quand les filles arrivaient de leur soirée le soir, il fallait que ça passe dans la chambre à papa et maman pour arriver dans leur chambre. Ça fait comme ça, ils étaient surveillés à quelle heure ils arrivaient et les conditions qu'ils arrivaient dedans. Ça, c'est considéré d'être une citerne. Une citerne, c'était pour préserver notre eau de la pluie. Et au frais, sous la citerne, le garde-manger. Les Cajuns ont un sens inné de l'adaptation. Claquettes en os, planches à laver, cuillères, vieux klaxons, rien ne se perd, tout se récupère. L'enseignement était un vecteur prépondérant pour entretenir la langue française dans cet environnement hostile. Monsieur Leblanc explique. Nos enfants étaient punis, étaient mis à genoux et tout pour ne pas parler le français. Et à cette heure, moi j'étais bien fier de dire que j'ai jamais perdu ma langue. Et c'est une langue pour moi que j'ai parlé le français avant, je parlais l'anglais. Les enfants d'aujourd'hui ont une chance que moi j'ai pas eue. Ça peut parler le français dans l'école et apprendre le français parce que ça donne une chance d'avoir 2 langues. Et ça connaît à cette heure que si tu peux parler 2 langues, tu as une meilleure chance de te trouver de l'ouvrage. Et rien ne vaut une bonne discipline et un travail de groupe pour bien pratiquer une langue. À force d'obstination, les Cajuns réussirent à travailler une terre ingrate dont les Indiens s'étaient contentés. Ils sont même parvenus à tirer profit de la grande humidité des sols en acclimatant le riz. Toute proportion gardée, les Cajuns participent aussi à la production nationale de coton.
Les États-Unis sont en effet le deuxième producteur au monde après la Chine. L'agriculture extensive pratiquée dans le centre des États-Unis n'est pas pensable au sud de la Louisiane, sur une terre cloisonnée par les digues. Les machines agricoles géantes ne pourraient y circuler. Pourtant, certaines cultures comme le riz tirent leur épingle du jeu sur un sol imbibé d'eau. La Louisiane assure 60% de la production risicole des États-Unis. La Louisiane est divisée en paroisses, l'équivalent des comtés dans les autres États américains. Cette appellation originale s'explique par l'importance de la religion catholique, surtout en pays cajun. La localité de Saint-Martinville accueillit plusieurs aristocrates français après la Révolution. Elle est dédiée à Saint Martin, évêque de Tours. À Saint-Martinville règne un calme très provincial que peu d'éléments extérieurs viennent troubler. La bourgade est pourtant bien connue depuis qu'un écrivain américain raconta l'histoire d'Évangéline, une jeune paysanne d'Acadie qui vit son fiancé déporté en Louisiane par les Anglais. Selon la légende, elle le retrouva sous un arbre séculaire après des années de séparation. Le chêne d'Évangéline. Pour les jeunes femmes amoureuses, Saint-Martinville est devenu un lieu de pèlerinage réputé pour son élégance française. En matière d'élégance, les Français avaient toutefois été précédés par les Indiens. Tous les Indiens des États-Unis, on est les premiers Américains. Beaucoup d'Indiens ont été rejetés ou exterminés. D'autres, comme les Houmas, se sont intégrés et ont appris le français. C'est le drapeau des Indiens Houmas. Et pour commencer, dans le milieu, vous pouvez voir ce orange qui représente le soleil. Parce que les premiers Français qui ont rencontré les Houmas croyaient que les Houmas étaient pas civilisés, pas de valeur. Mais on a montré qu'on croyait bien dans le pouvoir du Dieu. Et le pouvoir du Dieu était montré à travers le pouvoir du soleil. La ville de Houma perpétue le nom de ces Indiens qui ont obtenu le statut de citoyens des États-Unis en 1924 seulement. Aujourd'hui, les Indiens sont intégrés au mode de vie américain. La ville de Houma est surnommée Bayou City pour sa position isolée au milieu des bayous. Définition du bayou, une voie d'eau naturelle dans un marais. L'Acadiana couvre la frange littorale au sud de la Louisiane. Elle étire en arc de cercle une vaste étendue imprégnée d'eau bordée par le golfe du Mexique. Les alluvions, accumulées depuis des millénaires, nourrissent une végétation qui vit en permanence les pieds dans l'eau. Sans repère précis, il est difficile, voire périlleux, de s'aventurer au cœur de ce labyrinthe végétal inextricable. Toutes les espèces vivantes se sont adaptées à la présence de l'eau, y compris l'homme qui a appris à composer avec le bayou. Les déplacements sont désormais possibles et les constructions ont pris de la hauteur pour se mettre à l'abri des variations du niveau de l'eau. La meilleure formule est peut-être encore de vivre sur l'eau, en recyclant par exemple des moyens de transport terrestres. C'est l'hydravion qui représente une des solutions idéales au problème du déplacement dans les bayous. Mais tout le monde n'en dispose pas. Dans cet environnement particulier, l'homme a stimulé son esprit pratique pour faire avancer les choses. Quand la route est hors d'atteinte, différents types d'embarcations prennent le relais. En bateau, il vaut mieux disposer d'un fond plat pour éviter les obstacles, et dans certains cas, il est préférable d'utiliser l'hélice aérienne. On peut aussi, pourquoi pas, se faire remorquer. Tout dépend de la vitesse. En groupe, les déplacements sont plus paisibles.
Mais pour avoir une chance de découvrir la vie sauvage à l'intérieur du bayou, il convient d'être discret. Sûr de lui, le maître des lieux approche. L'alligator. Il a une tête plus courte que celle du crocodile et une peau grise, alors que celle de son cousin est verdâtre. Mais la voracité des deux reptiles est identique. Leur puissante mâchoire exerce plus d'1 tonne de pression et il suffit de les taquiner pour le vérifier. Dans le domaine des alligators, M. Querm est un expert. Oh, mais jamais. Dans l'alligator ici, en anglais, j'ai un mot nouveau, le plus alligatoriferous place dans l'Amérique du Nord. L'alligator ne risque plus de disparaître, mais la période durant laquelle on peut le chasser est très réglementée. 1 mois de l'année. Autre rencontre délicate, le serpent. Attention notamment à ceux qui ont une tête triangulaire. C'est le signe distinctif de la vipère et de son cousin, le cottonmouth, un dangereux prédateur. Le venin est injecté par l'extrémité percée des dents. Les alligators ont fait du bayou leur terrain de chasse et le ragondin est leur proie favorite. Ce petit mammifère rongeur est originaire d'Amérique du Sud. En raison de sa fourrure très estimée, l'inoffensif ragondin est menacé tant par l'alligator que par l'homme, du moins ceux qui ne se contentent pas d'observer la faune. Le bayou assure le gîte et le couvert à des milliers d'oiseaux. Exemple, la spatule, un oiseau échassier dont l'extrémité du bec écrasé en cuillère est parfaite pour remuer la vase. Pour les ornithologues, la Louisiane occupe une position stratégique sur la route des migrations. Ici est la plus grande place de nid pour l'oiseau de l'eau aux États-Unis. 70 000 couples possibles avec le nid. Aux oiseaux sédentaires s'ajoute ceux qui s'arrêtent un temps. Quelle que soit la direction, le départ semble toujours imminent. La végétation du bayou présente des aspects tout aussi originaux. De nombreux arbres laissent pendre à leurs branches une curieuse chevelure grise. Elle fut appelée mousse espagnole, en raison de la ressemblance avec la barbe des colons venus d'Espagne. L'eau et les difficultés d'accès n'ont pas empêché, des années durant, l'exploitation incontrôlée du bois. Pour gagner en stabilité, les grands arbres élargissent la base de leur tronc. Comme certains échassiers avec leurs palmes, ils répartissent ainsi leur poids sur une plus grande surface. Les cyprès peuvent renaître à partir des souches qui se dressent hors de l'eau et qui témoignent des abattages intensifs pratiqués dans la première moitié du XXe siècle. Le bois imputrescible de cette espèce de cyprès, le cyprès chauve, servait à la fabrication des bateaux. L'arbre bénéficie d'une attention constante, car il est aujourd'hui protégé. Le cyprès chauve est l'arbre emblématique de la Louisiane, paré de l'ondulantes toison des mousses espagnoles. La navigation dans le bayou n'est pas à la portée du premier venu. Les innombrables souches immergées représentent en effet un danger permanent qui exige la plus grande prudence à défaut d'une connaissance parfaite du terrain. L'eau, troublée par la décomposition des végétaux, abrite une faune diversifiée de poissons, batraciens et mammifères.
Au sommet de son poste d'observation, l'aigle pêcheur ou aigle chauve domine la situation. Il est, lui, l'oiseau symbole des États-Unis. Vers la frontière du Texas, non loin de Lake Charles, la région propose des plaisirs variés aux amateurs de vie en plein air. Entre la prairie et les marécages, prend naissance le Creole Nature Trail, un tracé de 300 km qui serpente à travers une nature préservée. Un grand nombre d'oiseaux a trouvé refuge à proximité de l'eau mi-douce, mi-salée, où tous les maillons de la chaîne alimentaire sont présents. Au bout du parcours apparaît le golfe du Mexique. Comme les oiseaux marins, les bateaux de pêche vivent des ressources de la mer. À Morgan City, on prie pour qu'elle soit toujours généreuse. Une passion commune mobilise la toute grande foule à Breaux Bridge, où le premier week-end du mois de mai se déroule un festival de l'écrevisse haut en couleurs. En 1959, l'État de Louisiane a officiellement décerné à la localité le titre envié de capitale mondiale de l'écrevisse. Depuis, des milliers de visiteurs en pincent chaque année pour le délicieux crustacé d'eau douce cuit à l'étouffée. Au programme des réjouissances, le concours du plus gros mangeur d'écrevisses. Le record serait de 25 kilos ingurgités en moins d'une heure. La course d'écrevisses vaut aussi le déplacement. L'expression « marcher comme une écrevisse », c'est-à-dire avancer à reculons, se trouve ici démentie, car ces bêtes de course progressent bien vers l'avant. Vainqueur, le numéro 8. Les propriétaires les mieux classés rougissent de plaisir, toujours un peu pince sans rire. Celle qu'on surnommait jadis la langouste du pauvre est la star de la parade. De gros moyens sont déployés pour la protection de Miss Écrevisse. Les petites écrevisses ne sont pas mangées et les plus belles ne sont pas exportées. En montant vers le nord, la Louisiane s'élève lentement au-dessus du niveau de la mer et les terres sont drainées par le Mississippi. À la Nouvelle-Orléans et tout au long de ses berges, le fleuve concentre une intense activité économique. Cette artère fluviale est un axe de communication vital pour l'État. De nombreuses industries sont implantées au bord du fleuve, qui occupe le 4e rang mondial pour son débit, 10 fois plus puissant que celui du Rhône. Celui qu'on appelle le père des eaux déroule d'impressionnants méandres, non pas en raison d'obstacles, mais parce que la déclivité du terrain est très faible. Il traîne ainsi sur 3780 km, en modifiant parfois son tracé lors des crues. Le premier voyage accompli par un bateau à vapeur propulsé par une roue à aubes remonte au début du XIXe siècle. Le Mississippi restera pendant un siècle la principale voie de transport fluvial pour tout le sud des États-Unis. Ces bateaux, parfois très luxueux, représentaient le progrès en marche.
Il y a un siècle, il y avait environ 10 000 ou 11 000 bateaux à vapeur, de ces bateaux à aubes sur le fleuve. Certains avaient les roues sur le côté, vous en aviez beaucoup comme ça dans les premiers temps. Après, on a mis la roue à l'arrière, elle était mieux protégée et on avait plus d'espace pour la cargaison. Les steamers se livraient à une concurrence acharnée. La vitesse était un argument commercial. Les dimensions de la roue en bois permettaient au bateau d'exprimer la puissance des fougueux chevaux vapeur contenus dans la salle des machines surchauffée. Contrairement à une hélice, la roue à aubes bat la surface des flots. Le risque est donc moindre de percuter un objet immergé. La roue laisse derrière elle des remous qui font onduler le fleuve. Pilote sur le Mississippi, l'écrivain américain Mark Twain vécut non loin de Baton Rouge, la capitale de la Louisiane. Le père de Tom Sawyer devait en apprécier la quiétude et les vastes espaces verdoyants, aujourd'hui dominés par le plus haut Capitole des États-Unis. Le bâtiment fut construit en marbre en 1932, un an après l'Empire State Building de New York. Baton Rouge doit son nom aux Indiens qui enduisaient de sang le tronc des arbres pour marquer leur territoire de chasse. La ville paya un lourd tribut à la guerre de sécession à la fin du XIXe siècle en rejoignant le camp des sudistes, qui furent vaincus. De style néo-gothique, l'ancien Capitole constituait, selon Mark Twain, une grave injure au paysage. Plaque tournante dans le trafic entre le nord et le sud de l'État, la ville de Baton Rouge concentre les échanges et organise les communications. À proximité du quartier de Beauregard, le Centroplex alterne les œuvres d'art contemporain et le siège de nombreuses entreprises. Baton Rouge se trouve à 400 km de la mer, mais grâce au Mississippi, son port occupe en tonnage le 5e rang du pays. Le destroyer USS Kidd y mouille depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'industrie pétrolière contribue largement à la richesse de l'État. Après le Texas et la Californie, la Louisiane est le 3e État producteur de pétrole aux États-Unis. Les puits ont été creusés un peu partout, y compris dans les bayous, et les forages à grande échelle se poursuivent sur des plateformes offshore au large des côtes. Avant l'or noir, le Mississippi joua un rôle déterminant pour transporter, à partir des plantations, les fruits de l'or blanc, le coton. La récolte manuelle assurait les meilleurs rendements et la fortune des propriétaires. La plantation Rosedown, près de Saint-Francisville, appartient à cet ensemble de domaines somptueux, baptisés antebellum, c'est-à-dire avant-guerre en latin, parce qu'ils ont échappé à la folie incendiaire des soldats nordistes pendant la guerre de sécession. Le charme et la sérénité des lieux dissimulent le plus souvent les pénibles conditions dans lesquelles des générations d'esclaves ont travaillé sur ces terres. À la fin de la guerre de sécession, 85% des plantations avaient été détruites et beaucoup parmi les survivantes firent faillite parce que les esclaves avaient disparu. La plantation Parlange fut construite au milieu du XVIIIe siècle par un marquis français.
Maurice Denuzière utilise le cadre de cette maison qu'il appelle Bagatelle dans son roman intitulé Louisiane. Madame Parlange, descendante du fondateur. Cette maison s'inspire d'un style architectural français, mais les balcons sont peut-être un peu plus larges à cause du soleil, avec lequel nous devons compter. Vous voyez, dans cette maison, les balcons encerclent l'édifice. Ainsi, quand le soleil frappait dur, les gens pouvaient toujours trouver de l'ombre. Ces terrasses jouaient donc presque le rôle de salle de séjour extérieure. Et même de nos jours, environ 8 mois par an, ces balcons nous permettent de profiter de la brise qui vient du fleuve. La douceur de l'ombre sous les frondaisons contrastait avec l'implacable soleil sur les champs de canne à sucre. Avec la Floride, la Louisiane est le seul État producteur de canne aux États-Unis, et la plantation Oak Alley lui doit sa fortune. L'allée de chênes verts explique le nom du domaine et justifie la fierté d'une demeure construite dans le plus pur style néoclassique. La canne à sucre a longtemps été le pilier de l'économie louisianaise. Ainsi, quand l'État fut vendu aux États-Unis en 1803, il occupait le premier rang national pour la production de sucre. Plus tard, juste avant la guerre de sécession, la Louisiane fournissait 95% du sucre de canne américain. La canne à sucre exige des soins constants, qui sont facilités aujourd'hui par la mécanisation des tâches. Au XIXe siècle, le travail était accompli manuellement. Même après que le Congrès américain eut interdit l'importation d'esclaves, la Louisiane continua de s'en procurer dans les États voisins ou en contrebande. Au milieu du XIXe siècle, la moitié de la population était encore asservie. Dans l'angle nord-ouest, les frontières de la Louisiane sont géométriques. La ville de Shreveport y voisine avec le Texas et l'Arkansas. Les immenses étendues boisées qui tapissent le nord de l'État ont longtemps freiné la progression des colons vers l'ouest. Aujourd'hui, cette forêt aux essences variées place la Louisiane parmi les principaux producteurs nationaux de bois et de papier. Ce bois, qu'on arrose pour éloigner les insectes, a fait de Shreveport la capitale de la Louisiane pendant la guerre de sécession et l'actuelle deuxième agglomération de l'État. La cité possède un charme indéniable, encore renforcé par l'American Rose Center, une roseraie gigantesque qui entretient plusieurs milliers d'espèces sur les plus vastes plates-bandes du genre aux États-Unis. La Louisiane, à Shreveport, regarde vers l'ouest, c'est-à-dire vers le Texas, d'où viennent par centaines les passionnés de jeux d'argent, et notamment les inconditionnels du bingo. Aux États-Unis, l'image des steamers du Mississippi se fond dans celle des bateaux spectacles ou des bateaux casinos qui sillonnaient le fleuve apportant chaque soir distraction et détente dans une localité différente.
Aujourd'hui, sur le fleuve légendaire, les bateaux à aubes sont les témoins vivants d'un passé encore bien proche. Et à bord, le spectacle continue. La Louisiane glisse doucement le long du Mississippi, le long des bayous et du blues.